Il est 7h10. Il est en nomination pour le prix littéraire du gouverneur général. Avec son livre « J'accuse les tortionnaires » d'Omar Khadr, il nous en a parlé. Il nous a parlé depuis Guantanamo. Il a complété son ouvrage. Il a présenté son livre. C'est un succès, véritable succès. Fier de le savoir dans notre équipe. Fier qu'il soit là encore ce matin. Maître Frédéric Bérard, comment vas-tu, mon ami Fred? Ça va très bien, Michel. Il y a un beau week-end qui s'en vient. T'es de bonne humeur, toi aussi? Ben oui, vraiment. Je suis retombé sur mes pieds, puis je voudrais prendre le temps de te féliciter parce que je comprends tout le sérieux et le travail que tu as mis dans cet ouvrage-là, et d'être primé, d'être considéré pour être primé, ça démontre à quel point les gens respectent ton travail, ton ouvrage, qui est je dirais ça de même, c'est un travail d'une force de la nature. Carrément ça. Écoute, t'es vraiment gentil. Je suis très, très, très touché par la nomination. J'étais en Floride, j'ai reçu le courriel, je vois ça, le gouverneur général. Je dis, c'est pas sérieux. Parce que je savais qu'il y avait une chance, là, on m'en avait parlé. Et puis, je me suis assis sur le lit tranquillement. Je n'en revenais pas. Parce que c'est un livre qui est anti-establishment, en bonne partie, comme tu sais, qui critique le gouvernement fédéral, pour tout ce qu'il a fait dans l'affaire Khadr, les violations de la charte, les violations du droit humanitaire, du droit international, du droit de l'enfant. Et puis, écoute, juste de faire partie de cette liste-là, c'est gagné. Là, pour moi, c'est bravo, merci. Que l'establishment que tu dénonces reconnaisse la qualité du travail indirectement, ça veut tout dire, tu sais? Ouais, ça veut, écoute, j'ai tellement travaillé fort, je sais pas comment dire ça, mais j'ai laissé une partie de ma santé mentale dans cette aventure-là. Là. Je suis tombé vraiment malade après ça. J'ai passé 7 ans de ma vie là-dessus. Tu sais, quand tu dis tu donnes tout ce que tu peux, là, ben ce livre-là, ça a été ça. Puis t'écris pas un livre pour des prix, tu penses pas à ça. Vraiment, en tout cas, pas moi. T'écris un livre pour passer un message parce que tu trouves que c'est important. Puis cette affaire-là, tu penses que tu me connais assez depuis le temps, m'habite, ça vient me chercher. Puis c'est pour ça que je l'ai fait malgré la difficulté. Puis c'est ça. Tu fais pas ça pour un prix, mais quand il y en a un en bout de piste, ben tu dis OK, il y a une reconnaissance. Mais ce qui me fait le plus plaisir là-dedans, Michel, très honnêtement, c'est que cette histoire-là, qui est une des plus écœurantes, dans le mauvais sens du terme, de l'histoire canadienne, fasse son chemin tranquillement, puis commence à se faire savoir pour la peine. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, bien plus que les trucs sur ma petite personne. Peux-tu me permettre une question? Écoute, dans ce livre-là, je sais que tu critiques beaucoup l'ex-chef des conservateurs, l'ex-premier ministre Stephen Harper. Y a-tu des conservateurs québécois ou canadiens qui t'ont rejoint ou qui t'ont interpellé pour te féliciter ou encore pour te réprimander, pour te donner un paquet de schnout? Ben, moi, je le connais pas, mais Pierre Poilievre ramasse quand même la claque dans mon livre, je te dirais, vers la fin. Parce que tu verras, si jamais tu lis, tu vas voir vers la fin, il y a beaucoup, beaucoup d'acharnement de la part du gouvernement canadien, même quand Khadr est revenu ici au pays. Et là, là-dedans, tu as nécessairement Poilievre qui apparemment est très fâché contre moi. Là. Il y a un de ses proches qui m'a dit ça. J'ai dit, bon, ben, il sera encore plus fâché parce qu'il y aura peut-être une traduction en anglais éventuellement, donc qui se prépare. Et puis pour le reste, c'est drôle parce qu'il y a un ancien ministre de Harper, que je nommerai pas, évidemment, un Québécois, pour répondre à ta question, qui m'a déjà confirmé que ce qui était dans ce livre-là est vrai. Wow! Ouais. Puis que, ouais. Et avec quelques détails que j'ai coulés dans le livre, là, sans évidemment, je voulais pas le faire identifier parce qu'il était très gentil avec moi. Ben, il m'a confirmé ceci. Ce qui est la conclusion du livre, c'est que son gouvernement s'est servi d'un enfant soldat pour pouvoir se faire du marketing politique, essentiellement. Et puis, ce ministre québécois-là, qui était un ministre très influent, ce n'est pas Maxime Bernier, je veux juste préciser. Non, j'espère. Mais il disait, écoute, Maxime Bernier, dans cette affaire-là, a été égal à lui-même, fait que ça te donne une idée. OK, parfait. Encore une fois, félicitations. Félicitations, mon vieux. Écoute, on a, mettons, 5 minutes pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, puis de la violence.
Je sais pas comment décrire ça. C'est fou attaché, c'est pas bien, c'est de la santé mentale, c'est du monde qui sont pas sur la même planète que nous autres qui posent des gestes comme ça, Fred. Moi, écoute, Michel, moi, je suis juste plus capable. L'expression, là, on envoie nos pensées, nos prières, là, ça va pas sauver des enfants, ça, les pensées puis les prières, là. Non. Là, faut que ça arrête, ces folies-là. Puis, je vais te dire, le vrai problème, là, il est à la base basé sur la faute des Américains. Leur système politique est dysfonctionnel dans le sens où il est beaucoup basé sur le corporatisme, sur l'influence des corporations. Tu sais, la NRA, le National Rifle Association, là, je sais pas si tu le sais, là, mais ce sont une belle gang d'enfoirés de première qui ont infiltré le politique depuis 1968. En 2016, Michel, là, la NRA a versé 56 millions à Donald Trump pour sa campagne. 56 millions. Le lendemain ou quelques jours après une grosse tuerie qui avait eu lieu en Virginie, si je ne fais pas erreur, Trump est allé prononcer la conférence d'ouverture de la NRA quelques rues plus loin. Hey. Imagines-tu? Hey. Une tuerie de masse dans une école, puis toi, 10 rues plus loin, tu t'en vas prononcer le discours d'ouverture quelques jours après, là. C'est là qu'on est, là. La NRA, je vais te le dire bien crûment, là, parce que ça me met en tu sais quoi. La NRA a les politiciens américains par les couilles, là. Au point où Al Gore a perdu l'élection contre George W. Bush à l'époque, selon la plupart des spécialistes, justement du fait de l'influence de la NRA. Parce que tu sais ce qu'elle fait, cette espèce d'enfoiré-là, elle fait des publicités négatives, hein, c'est très, très fort aux États-Unis, là, politiquement parlant, à la télé, à la radio, contre un candidat qui propose le contrôle des armes. Alors, la NRA, elle spot, OK, qui est contre nous? Puis pendant toute la campagne, pendant une pré-campagne, ils se payent des pubs à la télé pour les planter. C'est ça qu'elle fait. Et là, Al Gore avait perdu de ce fait-là au point, Michel, où le Parti démocrate, actuellement, là, ne propose même plus le contrôle des armes. Parce que ça lui coûte trop cher politiquement. Fait qu'est-ce qui arrive? Toi, là, tu te présentes comme sénateur de, je sais pas, peu importe, de l'Illinois. On te dit, regarde, on va te donner 15 millions pour ta campagne, mais évidemment, après ça, tu votes de notre bord. Ben, c'est ça qui se passe depuis maintenant plusieurs années. Et là, j'ai fait une petite recherche et je te le dis, là, attache ta ceinture de ta chaise d'animation parce que tu vas tomber en bas. Avec la tuerie du Maine de mercredi soir, devine combien il y a eu de tueries de masse, pas de tueries, là, de tueries de masse aux États-Unis depuis le 1er janvier 2023. Depuis le 1er janvier 2023, des tueries de masse. De masse. Donc, Joe Blow rentre avec une mitraillette dans une école, dans un stade de bowling, dans un dépanneur, tac, 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 tac. Je dirais 6. Pourquoi tu ris? Rattache ta OK, ceinture. attends un peu. Veux que tu ris 12? Ben OK, je vais y aller parce qu'on finira pas la chronique à ce rythme-là. 556. Va chier. 556 tueries de masse depuis le 1er janvier 2023. L'année passée, en 2022, tu en as eu pratiquement 700. Fait qu'on est exactement dans les mêmes eaux. Ça va se terminer vers j'imagine, les 600-700. Puis c'est pas grave, on va envoyer nos pensées, nos prières, puis n'oubliez pas d'aller acheter votre gun chez Walmart. Ça prend 21 ans, par contre. Fait que voilà. Fait que moi, là, c'est dommage. À un moment donné, là, vous pourrez après, là. J'ai de l'empathie, évidemment, pour les victimes, pour leurs proches. Ça me vire à l'envers. Mais là, les policiers américains, vous êtes les premiers responsables de ça. Et vous et la NRA, en toute complicité, avez du sang sur les mains. Et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. 556 fois le nombre de victimes. Ce qui fait pas mal de monde. Ouais. Là, tu me renverses. 556. Tu m'aurais dit, mettons, 40. J'aurais dit, OK, ouais. Ben, même 40. C'est trop. Non, mais c'est trop. Mais je veux dire, 556, c'est... Voyons, je vois le vert. Ouais. En 200 jours, il y en a 2. Il y en aurait 2 par jour. Ça n'a pas d'allure. C'est 2 tueries de masse par jour. Puis on entend parler
des plus, je sais pas, peut-être des plus, je le dis avec respect, mais des plus spectaculaires, entre guillemets. Les autres, on Souvent n'en où il y parle a pas. des enfants. Non. Puis dans certaines écoles, maintenant, on parle d'armer les profs. Parle-y, là. Les profs armés, toi, tu t'en vas enseigner à des petits culs de 6 ans, puis t'as un 38 accroché. On suggère ça en Floride, là, de mettre des guns en dessous des bureaux. Toi, t'es un enfant, t'es élevé là-dedans. Et on dit, oui, mais c'est pas le gun qui est dangereux, c'est la personne qui tire. OK, mais c'est quoi cet argument de débile-là? OK, ben, c'est parce que vous attendez quoi, là, qu'il y en a un qui ramasse le gun en question? Puis tu sais quoi, là, pour finir là-dessus, il y a une culture de l'apologie du meurtrier de masse aux États-Unis. Rappelle-toi le film Natural Born Killer avec Woody Harrelson, qui était notamment ça, hein, c'était une critique très, très acerbe de cette culture. Puis ça fait longtemps, ce film-là. Aujourd'hui, c'est encore pire. En Nouvelle-Zélande, l'ex-première ministre Ardern avait fait ceci. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Il y avait une grosse, grosse tuerie à l'époque où le gars s'était inspiré d'Alexandre Bissonnette au Québec sur sa mitraillette. Il y avait le nom de Bissonnette. Ben, Ardern avait décidé qu'il n'y a personne dans les médias néo-zélandais, incluant sur les médias sociaux, qui allait identifier ce tueur-là. On l'invisibilise. Fini. Tu veux te faire remarquer? Tant pis pour toi. Zéro pin barre, ton nom n'apparaîtra nulle part. Aux États-Unis, ben ça fait partie du culte, puis on s'intéresse à ça, puis blablabla, blablabla. Puis les médias en parlent, incluant avec le nom, ce qui en encourage d'autres par définition. Je t'arrête là-dessus, parce que le temps est écoulé, mais je suis renversé, puis mon ami, le major à la retraite, Mario Couture, depuis Québec, qui nous écoute à tous les matins, me dit qu'à tous les ans, il y a 50 000 personnes qui perdent la vie par année par les armes à feu. Ouais. Hey, t'imagines-tu? OK, Fred, as-tu une genre de citation, quelque chose me remonter le moral? Je vais te faire ça, mon ami, puis j'ai pensé au très célèbre militant pour la paix, Martin Luther King, qui d'autre que lui pour finir cette chronique difficile, qui te disait ceci: n'ayez jamais peur de faire ce qui est juste, surtout si le bien-être d'une personne ou d'un animal est en jeu. Les punitions de la société sont faibles comparées aux blessures que nous infligeons à notre âme quand nous détournons notre regard. Ça touche ton livre, puis ça touche aussi la situation qu'on vit actuellement aux États-Unis puis dans le monde. Fred, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être sage et philosophe, mais très bien branché sur notre réalité humaine. Je t'apprécie beaucoup. Je te souhaite un bon week-end. Tu sais que c'est très réciproque, puis ton petit hommage de ce matin m'a fait très, très, très plaisir. Merci. À bientôt, mon vieux. Salut, bon week-end. Voilà pour Fred Bérard. Wow! Encore une fois, re-wow.